Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu salam ala ashrafil mursalin. Donc, ceci est la deuxième partie de la vidéo de programmation Java des noms de rôle. Des noms de rôle qu'on a vu dans la vidéo précédente. Mais cette fois-ci, on va continuer ce diagramme, ou bien la programmation de ce diagramme, en programmant la fonction main et la fonction spin en se basant sur le diagramme de séquence. Voilà, sur le diagramme de séquence. Donc, on a vu dans la vidéo précédente, c'est-à-dire la vidéo de programmation des noms de rôle, que vous pouvez toujours voir sur le même playlist, sur la même chaîne YouTube. Donc, on a vu comment programmer les noms de rôle, et on a programmé toutes ces classes-là, toute cette interface, cette classe abstraite, cet héritage, etc., etc., etc. Et on a dit qu'on va laisser la méthode spin et qu'on va reprogrammer la méthode main en se basant sur le diagramme de séquence. Et ceci dans le but de comprendre comment on réalise une méthode en se basant sur le diagramme de séquence. Voilà. Donc le diagramme de séquence, il représente la séquence ou bien le scénario de messages entre objets dans un comportement. C'est-à-dire, on a un comportement d'une certaine classe, et dans ce comportement, on a des objets, ou bien on va créer des objets, et il y aura des messages entre ces objets. C'est-à-dire, pourquoi on crée les objets? Eh bien, tout simplement pour appeler les comportements de ces objets. Donc, c'est ça le principe du diagramme de séquence. C'est de représenter l'appel, voilà, l'appel des comportements des objets créés à l'intérieur d'un certain comportement. Donc, on réalise le diagramme de séquence d'un comportement, voilà, pour représenter l'appel des comportements des objets créés à l'intérieur de ce comportement possédant ce diagramme de séquence. Voilà. Donc, on a dit que tout simplement un message, c'est que ça veut dire qu'un objet demande à un autre objet d'en exécuter ou bien d'appeler une de ces méthodes. Mais en vérité, en programmation, la demande, c'est-à-dire elle se fait chez le récepteur et non pas chez l'émetteur. C'est-à-dire que quand vous voulez programmer un message entre deux objets, vous n'allez pas écrire des instructions qui représentent la demande. Vous n'allez pas dire que le premier objet demande au deuxième objet. Le premier objet ne va pas apparaître. Ce qui va apparaître, c'est le deuxième objet. Voilà, c'est-à-dire l'objet qui va exécuter la méthode. Donc, dans la programmation, ça. Mais dans le principe, dans la notion, c'est que on est à l'intérieur d'un comportement qui appartient à une certaine classe, c'est-à-dire n'importe quel objet qui sera créé à partir de cette classe possédera ce comportement et automatiquement, à l'intérieur de ce comportement, il va demander à un autre objet, voilà, d'en exécuter ou bien d'appeler l'une de ces comportements. Voilà. Maintenant, comment on va programmer un diagramme de séquence? Donc, un diagramme de séquence se compose toujours d'un cadre, voilà, qu'on appelle en anglais frame, qui possède un en-tête, qui commence toujours par le mot, ou bien l'abrégé SD, c'est-à-dire Sequence Diagramme, diagramme de séquence. Ensuite, le nom du comportement, bien de la méthode. Par exemple, ici, c'est le diagramme de séquence de la méthode main, et là, c'est le diagramme de séquence de la méthode spin, qui appartient toujours à la classe qu'on a vue dans la vidéo précédente, c'est-à-dire la classe machine à laver. Mais maintenant, ce n'est pas toujours le cas. Vous pouvez trouver des diagrammes de séquence d'un sous-programme et non pas d'une méthode. Par exemple, il n'y a pas une méthode qui s'appelle période dans notre diagramme. Il n'y a pas une classe qui possède la méthode période. Mais ce sous-programme période est un sous-programme, si vous voulez, dans la méthode spin. C'est-à-dire, dans la méthode spin, nous avons tout ce programme, tout ce scénario. Et à l'intérieur de ce scénario, il y a un sous-scénario.
c'est-à-dire à l'intérieur de ce programme de la méthode spin, il y a un sous-programme qu'on appelle période. Donc le nom, en vérité, du diagramme de séquence ne représente pas toujours le nom d'une méthode, mais il peut représenter le nom d'un sous-scénario ou bien un sous-programme. Vous pouvez le nommer comme vous voulez. C'est-à-dire si vous êtes dans un diagramme de séquence, vous allez dire que c'est un sous-scénario et que ça, c'est un scénario. Maintenant, quand vous allez programmer au Java, vous allez dire que ça, c'est le programme de la méthode spin et que ça, c'est un sous-programme dans la méthode spin. Voilà. Maintenant, on commence, on désire, si vous voulez, réaliser le programme correspondant à ce diagramme de séquence. Donc, la première des choses à faire, c'est l'entête de la fonction. Donc, vous devez savoir quelle méthode je veux implémenter. Donc, je veux implémenter la méthode main. Donc, je vais aller dans la classe machine à laver et je vais chercher la méthode main. Donc, la méthode main, elle est publique, elle ne retourne rien, c'est-à-dire void. Elle est soulignée, c'est-à-dire elle est statique. Donc, on aura public, static, void, main. Et donc, automatiquement, c'est la méthode principale. Donc, c'est public, static, void, main, string, args. Voilà. Donc, on va aller dans notre site de programmation Java. On s'est arrêté la dernière fois ici, dans ce sous-programme. Voilà. Et on va aller dans la méthode main. On a déjà réalisé un petit test dans la méthode main. Voilà. Voilà. Ça, c'est public main, je m'excuse. Là, voilà. Donc, on a déjà fait un petit programme seulement pour tester les différents classes, objets qu'on a créés et surtout, pour montrer l'utilité des noms de rôle. Si vous vous rappelez dans la vidéo précédente, vous pouvez toujours revenir à cette vidéo. Donc, on va éliminer tout ce programme qu'on a écrit dans la méthode main et on va écrire l'entête de la fonction main. Donc, le voilà, public, elle est publique, statique, elle est soulignée, void, elle ne retourne rien, main, et automatiquement, puisque elle s'appelle main, donc c'est exactement la signature de la fonction principale exécutable, et donc on va en rajouter string, crochet, args. Voilà, c'est bien. La même chose si on va aller dans le diagramme de séquence de la méthode spin. Voilà. Donc ça, c'est le diagramme de séquence représentant la méthode spin. Donc je vais chercher cette méthode spin dans mon diagramme. La voilà. Donc elle est privée, private. Elle ne retourne rien, donc void. Et elle s'appelle spin sans paramètre. Donc la même chose, on l'a déjà fait la dernière fois. Voilà, on l'a laissé ici. Voilà, pour dire qu'on va se baser sur le diagramme de séquence de la méthode spin. Et que là, voilà, on va l'ajouter comme commentaire aussi, on va se baser sur le diagramme de séquence de la, voilà, de la méthode main, ou bien de main, tout simplement, de main. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, ce diagramme de séquence va nous permettre d'écrire un programme ici, un ensemble d'instructions ici, et un ensemble d'instructions ici, à l'intérieur du corps de la méthode spin. Voilà. Donc, on va commencer avec la méthode main. Donc, la première des choses dans un diagramme de séquence, c'est que on a ce qu'on appelle les lignes de vie. Ça, c'est une ligne de vie sous forme de la lettre T. Et ça, c'est une ligne de vie sous forme de la lettre T. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une ligne de vie? Eh bien, tout simplement, on a dit que dans le diagramme de séquence, il y a l'appel des méthodes, des objets. Donc, on doit créer des objets. Donc, on doit suivre la vie de cet objet. Quand est-ce qu'il va être, à partir de sa création, jusqu'à sa terminaison, c'est-à-dire jusqu'au temps où on n'aura plus besoin de cet objet, c'est-à-dire on n'aura plus besoin d'appeler une méthode de cet objet. C'est-à-dire dans le temps où on arrive à un certain moment, on ne veut plus appeler une méthode de cet objet, et bien là, ça se termine la ligne de vie de cet objet. Il se termine à ce temps-là. Si dans le futur, on va
appeler l'une de ces méthodes, donc automatiquement, la ligne de vie va continuer. Par exemple, si je vais voir, j'ai deux objets. Le premier objet s'appelle wash machine, je m'excuse, créé à partir de la classe washing machine. Et le deuxième objet, c'est wash option, créé à la base de la classe wash option. Maintenant, là, il faut mettre une remarque très importante, c'est que je suis à l'intérieur de la fonction main. Et la fonction main, elle est à l'intérieur de la classe washing machine, c'est-à-dire c'est une méthode de la classe washing machine. Voilà. Et donc, automatiquement, je n'ai pas besoin de créer cet objet wash machine pour appeler les différentes méthodes. Par exemple, dans cet exemple, nous avons la méthode standard wash, la méthode twice rinse et la méthode spin. Toutes ces méthodes appartiennent à la classe washing machine et je suis à l'intérieur de la méthode main. Donc, je peux appeler directement ces méthodes en se basant sur le mot-clé this point. Donc, il n'est pas obligé d'en créer cet objet pour appeler ces différentes méthodes. Mais par exemple, si je veux appeler la méthode getWashSelection qui appartient à la méthode washOption, eh ben, je ne peux pas me baser sur le mot-clé this point parce que je ne suis pas à l'intérieur de la classe washOption, je suis à l'intérieur de la classe washMachine, c'est-à-dire dans la fonction main. Et donc là, il est obligé d'en créer cet objet washOption. Mais maintenant, si vous désirez créer l'objet washMachine, ce n'est pas faux, hein, c'est juste. Si vous voulez le créer, c'est juste, ce n'est pas faux. Mais vous pouvez s'en passer puisque vous pouvez appeler les méthodes de la classe washing machine directement en se basant sur le mot-clé this. Voilà. Et donc là, on va créer seulement cet objet, washOption, de la classe washOption avec grand W et grand O. Donc, on va aller dans la fonction main et on va créer washOption. Voilà. On va l'appeler washOption minuscule égale new washOption. Voilà. Et on a vu la dernière fois que le constructeur dans la méthode washOption nécessite la sélection que vous voulez, c'est-à-dire le numéro d'option que vous voulez. Et on va dire, par exemple, c'est l'option numéro 1. Voilà. C'est bien. On a pratiquement réalisé les différents objets. Maintenant, quand vous réalisez les objets, maintenant, vous pouvez appeler les méthodes. Donc, on va suivre la ligne de vie de chaque objet. Donc, je peux dire que l'objet washMachine, ou bien dans ma tête, le this, le mot-clé this, eh ben, sa vie commence ici et ça se termine jusqu'ici. Pourquoi? Parce que je peux appeler toutes ces méthodes dans tout cet intervalle. De là, c'est-à-dire à partir de la création de l'objet, ou bien de la création de l'objet dans ma tête avec le mot-clé this, jusqu'à un certain moment, on n'aura plus d'appeler d'autres méthodes de cet objet, c'est-à-dire du mot-clé this. Donc la ligne de vie de l'objet washing machine, c'est tout ça. Mais maintenant, la ligne de vie de l'objet washOption, ça commence ici, ça se termine ici. Voilà, ça commence ici et ça se termine ici. Pourquoi? Parce que j'ai besoin d'appeler seulement la méthode getWashSelection appartenant à la classe washOption. Et donc, après l'appel, je n'ai plus besoin, voilà, de cet objet. Donc, la ligne de vie, ça commence ici et ça se termine ici. Voilà. Donc, on va commencer par le premier message. On appelle ça message. C'est-à-dire que cet objet demande à cet objet d'exécuter cette méthode. Donc, la méthode getWashSelection, elle va retourner un nombre entier. Donc, on aura besoin de le mettre dans une variable qu'on va appeler option. Et donc là, je vais me poser la question, quel est le type de cette variable option? Et bien, automatiquement, ça sera le type retourné de la méthode getWashSelection, qui est le type int. Voilà. Donc, on va faire int option, voilà, égale washOption, l'objet, point getWashSelection. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'elle va nous retourner? Tout simplement, elle va nous retourner 1. Et donc, on va mettre 1 dans la variable option. Voilà. Ensuite, nous avons ce cadre-là intitulé par le mot alt. Alors, le mot alt, ça veut dire traitement conditionnel. Traitement conditionnel. Voilà. Et donc,
ce diagramme, ou bien ce petit tableau à l'intérieur du diagramme de séquence, on l'appelle alt, et donc on a dit que c'est le traitement conditionnel, c'est-à-dire vous allez le programmer en utilisant une structure conditionnelle, ou bien en utilisant le if, else, ou bien en utilisant le choix multiple, c'est-à-dire la commande switch. Voilà. Donc cela veut dire que dans le cas où l'option, c'est-à-dire la variable option, elle est égale à 1. C'est-à-dire quand on a appelé getRowSelection, elle nous a retourné 1. Dans ce cas-là, ça veut dire que l'utilisateur, il veut faire un lavage standard. On va appeler la méthode standard wash. Et regardez la flèche, elle va vers la même ligne de vie. C'est-à-dire que on demande à l'objet wash machine d'exécuter la méthode standard wash. Et donc, on a dit que dans notre tête, on demande à le mot-clé this, c'est-à-dire à la classe washing machine, d'exécuter la méthode, je m'excuse, standard wash. Voilà. Maintenant, sinon, dans le cas option égale à 2, on va demander l'exécution du rinçage double, c'est-à-dire de la méthode twice rinse. Dans le cas où c'est égal à 3, on va demander l'exécution de la méthode, voilà, spin. Là. Donc, on va programmer, comme vous voyez à l'intérieur d'un diagramme de séquence, un autre cadre dont l'entête c'est alt, ALT, ça veut dire que c'est un traitement alternatif, c'est-à-dire conditionnel, c'est-à-dire vous allez programmer avec le if et le else ou bien avec la commande switch. Nous allons utiliser la commande switch pour le programmer parce que nous avons des choix multiples, 1, 2 et 3. Donc on va faire switch, voilà. Donc la variable c'est option, voilà, option. On va ouvrir la colonne du switch. Et donc, on va dire case 1, c'est-à-dire dans le cas où c'est égal à 1, on va appeler la méthode this.standard, voilà, wash. Voilà. Bon, ici, c'est standard. On va la corriger. Standard wash. Voilà. Standard wash. Voilà. Donc, dans le cas où c'est option égale à 1, on va appeler la méthode standard wash. Et on se termine toujours par l'instruction break, c'est-à-dire que quand vous allez appeler la méthode standard wash, vous allez sortir de ce switch. Vous n'allez pas voir les autres cas. Case 2, avec le même principe, c'est this.twice, voilà, twice rinse. Je ne sais pas où elle est, cette twice rinse. Peut-être qu'on l'a oublié. Bon, on l'a oublié, on va l'ajouter. La dernière fois, on a oublié d'ajouter. Donc, c'est private. Void. Twice rinse. Voilà. Et on va faire un petit système.out.println. Voilà. Donc, la machine en avait lave en double. Voilà, rinçage, quelque chose comme ça. Voilà. Voilà. Twice rinse. Et on termine toujours, je m'excuse, avec le mot-clé break. Ensuite, case 3, on va faire this.spin. Voilà. Et on termine avec break. Maintenant, supposons que ce n'est ni 1, ni 2, ni 3. Donc, dans le cas, on va dire default. C'est-à-dire, il nous a donné une autre valeur. Donc, là, on va faire system.out.println. Voilà. On va dire option invalide. Voilà. Option invalide. Donc, vous pouvez programmer tout ça. On va le faire comme commentaire ici. En utilisant le if et le else. Vous pouvez dire if option
double égale à 1. Donc on va faire this point standard wash. Voilà. Else, if option double égale à 2, on va faire this twice rinse. Voilà. Et else, if, voilà, option, elle est égale à 3, on va faire le spin. This point, voilà, this point spin. Maintenant, else, ce n'est ni 1, ni 2, ni 3, donc on va faire system.out.println, voilà, option invalide. Voilà, c'est bien. Et donc, de cette manière, voilà, on a terminé la programmation de ce diagramme de séquence. Donc, vous voyez, c'est quelque chose, si vous voulez, de bête et discipliné. Vous allez se poser quels sont les objets. Ensuite, quelles sont les méthodes. Voilà. Et donc, je me pose la question, par exemple, getWashSelection, elle va dans ce message vers l'option washOption, c'est-à-dire on demande à washOption d'exécuter la méthode getWashSelection et que le résultat doit se mettre dans une variable qu'on va appeler option, etc. Et parfois, vous avez des en-têtes, par exemple alt, et il y aura bien sûr d'autres types d'en-têtes, mais les plus utilisés, c'est alt, le traitement conditionnel, et loop. Là, on va le voir après. Traitement de boucle, c'est-à-dire quand vous avez un traitement répétitif, je m'excuse, c'est-à-dire quand vous avez une boucle. Voilà. Maintenant, on va réaliser la méthode spin. Donc, diagramme de séquence de la méthode spin. Donc là, nous avons trois objets. Bien sûr, cet objet, on ne va pas le créer. Pourquoi? Parce que la méthode spin, elle appartient à la méthode washing machine. Et donc, on va utiliser le mot-clé this pour appeler les méthodes de la classe washing machine. Mais on est obligé de créer cet objet engine et cet objet timer pour qu'on puisse appeler les méthodes de la classe engine et les méthodes de la classe timer. Voilà. Bon, je répète toujours, il faut revenir à la vidéo précédente, c'est-à-dire programmation Java des noms de rôle, pour bien comprendre comment on a programmé ces différentes classes, les différentes méthodes de ces classes, les noms de rôle, etc. Parce que ça, c'est une continuité de la vidéo précédente. Voilà. Donc, nous allons créer deux objets, engine et timer, dans la classe, dans la méthode spin. Donc, on va vers la méthode spin. Voilà, la voilà. On va créer deux objets. Engine, on l'a appelé engine avec petit e, égale new engine. Et on a vu là, dans la vidéo précédente que le moteur, il a le nombre de rotations par seconde. Par exemple, on va dire 60 minutes par seconde. Ou bien 60 tours, je m'excuse, par seconde. Ensuite, vous allez créer un timer avec petit t égale new timer. Et là, vous allez lui donner les valeurs de value, c'est-à-dire le temps actuel, c'est 0, et la durée, c'est-à-dire la durée de lavage. Pour le moment, c'est 0, on n'a pas encore fixé la durée. Voilà. Donc c'est bien, nous avons créé les deux objets. Et donc, si je vais remarquer avec le même principe, j'ai une ligne de vie ici et une ligne de vie ici. Donc, je remarque bien que, par exemple, l'objet engine, il commence sa vie ici, il se termine ici, parce qu'après cet appel, on n'aura plus besoin voilà, d'appeler une méthode de la classe engine. Maintenant, le class timer, il commence ici, voilà, et il se termine ici. C'est-à-dire après l'appel du sous-programme période. Donc là, nous avons le mot-clé ref, l'entête ref, période, c'est-à-dire on va exécuter, on va réaliser, si vous voulez, les instructions du diagramme de séquence période à cet emplacement-là. Et donc, ce diagramme de séquence période, l'objet timer, il commence ici, il se termine ici à la fin de ce sous-programme, si vous voulez, sous-scénario, sous-diagramme période.
Et donc, automatiquement, la même chose ici. Si on va voir la ligne de vie de l'objet timer, il va se terminer ici, c'est-à-dire après la terminaison, ou bien la fin du sous-programme, ou bien sous-diagramme, ou bien sous-scénario, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, période. Voilà. Donc, on va commencer avec le premier message. Donc, on demande au moteur engine, voilà, à l'objet engine, d'exécuter la méthode turn on. C'est-à-dire, la première chose, si on veut faire un spin, c'est-à-dire on va tourner le moteur pour commencer le lavage, bien sûr, pour faire le lavage, et bien, la première des choses, il faut allumer le moteur. Voilà. Donc, on va faire engine, voilà, engine.turn on. Voilà. C'est turn on. Ensuite, nous avons la méthode setDuration. Donc, le message, il va vers l'objet timer. Donc là, on va faire timer.setDuration. Maintenant, setDuration, c'est une méthode qui a un paramètre. Donc, elle a un paramètre, le voilà. Il ne faut pas oublier, setDuration, c'est une méthode qui a un paramètre de type entier. C'est-à-dire, on désire ficher la durée de lavage. Par exemple, 1 heure, 30 minutes, etc. Je ne sais pas comment. Donc, on va appeler la méthode setDuration. On va faire timer.setDuration. Voilà. Et on va donner le nombre de secondes digérées. Par exemple, on va dire 3600. Donc là, il faut faire attention. Parfois, vous avez des paramètres. Donc, il faut bien remarquer la méthode. Quand vous avez des paramètres, vous devez l'ajouter. Voilà. Maintenant, on fait référence au diagramme de séquence période. Donc, on va aller vers le diagramme de séquence période et on va continuer, tout simplement. Donc là, je ne vais pas recréer les objets, ils sont déjà créés. Mais par exemple, si on avait ici timer 1 de .timer. Donc là, vous devez créer un autre objet de la classe timer. Mais dans notre cas, il y a toujours timer, le même nom de l'objet, le même nom de l'objet wash machine. Donc on ne va pas les recréer, ils ont été déjà créés, tout simplement. Donc on va commencer par l'appel de la méthode start. Donc on va faire timer.start, c'est-à-dire commencer le comptage. Tout simplement, cette méthode start, elle va mettre la valeur du timer à 0. Voilà, elle va la mettre à 0. On commence le lavage, tout simplement. Ensuite, nous avons la méthode getValue, appelée à partir de l'objet timer. Et donc, on va mettre le résultat de cet appel dans une variable time. Donc, on va se poser la même question. GetValue, quel est le type retourné? C'est un entier, donc on va déclarer time de type entier. Donc, on va faire int_time égale timer.getValue. Voilà. C'est-à-dire, on veut savoir à quel temps on est. Et bien sûr, ça c'est égal à 0. La première valeur du temps, c'est 0 secondes. On commence le lavage, tout simplement. Voilà. La même chose pour la durée. On veut savoir quelle est la durée. Donc, on va déclarer une méthode duration. Et on va appeler la méthode .getDuration. Avec le même principe. Parce que ça, elle nous retourne un nombre entier. Donc, on est obligé de déclarer la variable duration de type entier. Ensuite, nous avons une boucle. Voilà, nous avons une boucle. Là, nous avons le mot-clé loop. Donc, on peut dire que les structures qu'on peut trouver dans un diagramme de séquence, c'est ou bien des structures séquentielles, c'est-à-dire un appel, ensuite un appel, ensuite un appel séquentiel, ou bien des structures répétitives, c'est-à-dire des boucles. Vous pouvez utiliser la boucle for, while, do, while, etc. Ou bien c'est une structure alternative, if, else, switch, etc. Ou bien c'est une référence à un autre sous-diagramme, c'est-à-dire on va aller dans ce sous-diagramme et on va continuer. Donc un petit peu, c'est ça les majeures structures qu'on peut trouver dans un diagramme de séquence. Donc nous avons une boucle loop avec la condition time différent de duration. Et à chaque fois, on va faire time égale à count. Donc, count, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va augmenter la valeur de temps et elle va nous retourner la nouvelle valeur. Donc, par exemple, elle est 0, elle devient 1. Et on va mettre 1 dans le timer. Et on va comparer 1 avec
600 secondes, c'est différent, etc. C'est-à-dire on est en train de faire le comptage du temps et en même temps, le moteur il est en train de tourner, tout simplement. Donc là, vaut mieux utiliser la boucle while parce qu'on n'a pas un compteur, donc on peut utiliser la boucle while. Voilà. Donc, on va, programmer cette boucle. Donc, on va faire while time différent de duration. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire timer.count. Timer.count. Voilà. Et donc, de cette manière, si vous voulez, de là à là, de cette partie, voilà, normalement c'est ici, voilà, c'est période. Donc ça, c'est période. De là jusqu'ici. Voilà. Donc toutes ces instructions, elles font référence au diagramme de séquence période. Voilà. C'est-à-dire à partir du start jusqu'à la fin de la boucle. Ouais. Donc là, quand on termine le diagramme de séquence période, on revient à notre diagramme de séquence spin et on va appeler la méthode turn-off via l'objet engine. Voilà. Donc on va faire engine, c'est-à-dire on va tout simplement éteindre le moteur. Turn off. Voilà. Et on a terminé l'exécution de notre travail. Donc, par exemple, dans le main, dans le programme principal main, ici, on a créé un wash option avec la sélection 1. Donc, normalement, il va appeler la méthode standard wash. Voilà. Si on va exécuter, espérons qu'il n'y a pas d'erreur, ce qui n'est pas toujours le cas. Voilà, il y a toujours des erreurs. Donc, 154, il nous dit point virgule expected. Je crois brick c'est 100, si je ne me trompe pas, c'est 100 parenthèses. On va s'assurer. Oui, c'est exactement ça. Voilà. Et voilà. Il n'y a pas de parenthèse ici. Voilà. Il nous dit non-static variable, this cannot referenced from static context. Voilà. This point standard wash. Bon, puisqu'on est à l'intérieur, voilà, à l'intérieur d'une méthode statique, donc ça c'est une erreur Java, tout simplement. Puisqu'on est à l'intérieur d'une méthode statique, eh ben on n'a pas le droit d'appeler quelque chose qui est non statique en utilisant le mot-clé this. Donc là, il nous oblige, voilà, il nous oblige de créer l'objet wash machine. C'est pas parce que c'est obligé, mais c'est une erreur de programmation. C'est-à-dire, la méthode main, c'est une méthode statique. La méthode standard wash, par exemple, c'est une méthode qui n'est pas statique. Et donc, je suis à l'intérieur d'une méthode statique et je veux appeler une méthode qui n'est pas statique en utilisant le mot-clé this. Et donc, ça, c'est inacceptable pour lui, malgré que je suis à l'intérieur de la classe washing machine. Donc c'est pour cela que c'est inacceptable. C'est pas parce que on est obligé de le faire dans le diagramme de séquence. Donc on est obligé de le faire parce que c'est une erreur de programmation. Donc on va le faire tout simplement. Donc il faut dire qu'on a appelé la classe, on rappelle que la classe washing machine, dans notre cas, on l'a appelée main. Pourquoi? Parce que dans ce site, la méthode qui contient la méthode main, la classe qui contient la méthode main, elle doit être nommée main seulement. Sinon, c'est que washing machine, si vous êtes sous Eclipse ou bien n'importe quel autre éditeur Java, vous pouvez la nommer washing machine. Mais puisque nous sommes dans ce site, on est obligé de le suivre. Il nous dit que la classe principale, elle doit être appelée main. Donc main, on va l'appeler grand M égale new, voilà main, et on va donner les différents paramètres qu'on a vu la dernière fois. Donc nous avons 1600 par exemple wash time. Vous pouvez revenir si vous voulez.
à la vidéo précédente pour comprendre le principe de ces paramètres. Par exemple, 1000 secondes spin time, je crois, et 1400 par exemple comme ça pour rinse time. Ensuite, vous êtes obligé d'en ajouter un timer, un engine, etc., etc. Donc là, on doit créer les 4 objets. Donc veuillez revenir, si vous voulez, à la vidéo précédente. Donc E égale new engine. Voilà. Donc on doit créer un moteur, par exemple 60 tours par minute. On doit créer aussi une wash option. Wash option. Donc là, on peut se baser sur tout simplement cette wash option qui est là. On ne va pas la refaire. Voilà. Wash option égale new wash option. Ensuite, nous allons avoir besoin d'un timer. Timer petit t égale new timer. Voilà. Et là, vous avez 0, par exemple 0. Et ensuite, il y avait aussi voilà, water sensor. Water sensor. On va l'appeler par exemple WS égale new. Voilà, water sensor. Voilà. Et il y avait le niveau d'eau actuel, par exemple 0, et le niveau d'eau désiré, par exemple 500. Je répète, vous devez revenir à la vidéo précédente pour comprendre ce qu'on est en train de faire maintenant. L'essentiel, on doit créer ces 4 objets pour qu'on les ajoute dans le constructeur de la machine à laver. Donc, wash option, voilà, et timer T et voilà, WS. Espérons qu'on ne s'est pas erroné dans l'ordre. On va voir quand on va compiler. Voilà, c'est bien. Donc, là, on a créé notre M. Et donc là, on peut faire grand M. Voilà. Grand M et grand M. Donc là, on est obligé d'en créer l'objet. C'est pas parce que ce n'est pas à cause du diagramme de séquence, mais c'est à cause d'une erreur de programmation. On est à l'intérieur d'une méthode statique. On ne peut pas appeler une méthode non statique en utilisant le mot-clé des. On est obligé de créer un objet. Voilà. On va exécuter. Il nous reste une erreur, 157. Donc, il nous dit wash option cannot be converted to timer. Donc là, normalement, le timer, il vient avant le wash option dans l'ordre. Voilà. Pour ne pas se tromper. Voilà. Donc, run. Voilà, c'est bien. Donc, il vous dit la machine à laver lave en fonction standard, c'est-à-dire il a choisi la première option. Maintenant, si on va dire la troisième option, c'est-à-dire le spin, la méthode, on veut appeler la méthode spin. Donc, si on va faire run, eh ben, il nous affiche allumer le moteur seulement. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de la méthode spin, voilà, le seul affichage qu'on a, c'est allumer le moteur. Donc, on a, normalement là, on doit faire quelque chose pour, voilà. Par exemple, ici, on peut faire, avant le while, on peut faire, on va premièrement, il y a quelque chose ici. Je ne sais pas pourquoi il est en train de faire ça. Cette duration turn on. Voilà. Et on a le problème ici, c'est que, je m'excuse, là, timer.count, on ne l'a pas bien programmé parce que c'est time égale timer.count. Je m'excuse. C'est time égale timer.count. Il faut que le temps change à chaque fois. Maintenant, comme on a dit, on peut faire system.out.println, peut dire, voilà, compter. Voilà, et à chaque fois, on peut faire ici aussi la même chose. On peut faire à chaque fois system.out.println. Voilà. Voilà. Time égale plus time. Voilà. À chaque fois, on va nous afficher deux temps.
Voilà. Si on va faire exécuter, espérons qu'il n'y a pas d'erreur, c'est bien. Voilà. Donc vous voyez, là il est en train de nous afficher 3000, etc., etc. Et à la fin, il nous dit éteindre le moteur parce que c'est turn off. Donc si on va bien suivre, bon malheureusement on ne peut pas aller plus loin que ça dans la console de ce site. Pour cela, on peut faire, par exemple, on va mettre ça en commentaire et pour savoir seulement l'affichage, voilà, run, voilà. Donc, il y a allumé le moteur à cause de ça, à cause de turn on. Ensuite, il y a compter, on va compter. Et ensuite, il y a éteindre le moteur à la fin. Voilà, turn on. Maintenant, si vous voulez afficher à chaque fois le temps, il est égal à combien, vous pouvez ajouter ça, mais ça va vous prendre toute la console, tout simplement. Voilà, 334, il est en train d'aller jusqu'à 3600. Ensuite, il éteint. Là, il éteint le moteur. Voilà, voilà, c'est bien. Donc, finalement, comme on a dit, un diagramme de séquence, normalement, c'est la chose la plus facile dans la programmation Java parce que tout simplement, vous allez suivre les flèches. Donc, par exemple, cette flèche, c'est cet objet, point, cette méthode. Il faut faire seulement attention dans l'appel des méthodes. Il faut voir les paramètres s'il y en a, s'il n'y a pas, etc. Si elle retourne, par exemple ici, on doit la mettre dans une variable, donc on doit déclarer cette variable, etc. etc. Il faut apprendre ensuite ce que ça veut dire loop, ce que ça veut dire référence, ref, ce que ça veut dire aussi alt. Voilà. Et donc normalement c'est quelque chose de banal, quelque chose de bête et discipliné, donc ça ne nécessite pas beaucoup dans la programmation, ça ne nécessite pas de beaucoup de compréhension. Mais si vous voulez tracer le diagramme de séquence, alors là, vous devez avoir une bonne puissance d'analyse parce qu'il faut bien analyser les choses, le scénario, comment il se fait ce spin, comment la machine à laver dans sa fonction principale, comment elle marche. Donc là, il faut bien analyser les choses pour bien tracer le diagramme de séquence. Maintenant, quand vous le tracez, la programmation, normalement, elle est facile. Il suffit seulement de lever les ambiguïtés, voilà, de lever la première ambiguïté de ce diagramme de séquence. Voilà, espérons que vous avez bien suivi, je m'excuse, cet exercice, cette deuxième partie de la vidéo. Donc, je répète et je dis, il faut premièrement réaliser la première vidéo, c'est-à-dire les noms de rôles dans la programmation Java. Ensuite, vous passez à l'utilisation du diagramme de séquence de la méthode main et la méthode spin dans cette deuxième vidéo. C'est pour bien suivre et bien comprendre cette vidéo. Voilà. Voilà, je vous remercie et on se verra pour une prochaine vidéo, Inch'Allah.